Ah, tu as envoyé un PDF. Pas grave. Mm. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre quelques minutes que déjà il soit 11 heures et que d'autres personnes se connectent. Mais déjà, merci à ceux qui sont présents. Tu es présent de toute la France, si j'ai bien compris. Exactement. Bon, je vois que certains ont déjà pris le pli de commencer à rédiger dans le chat. C'est parfait. On va Beaucoup encore de attendre. bonjour. Beaucoup de Ouais, bonjour. c'est bien, c'est bien. Allez, ça continue à se connecter. Donc, bonjour à tous. Allez, 11 heures pile, on va démarrer doucement par les premières slides, ça fera arriver les retardataires. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau lundi du CEP. Hop. Pour le bon déroulement du webinaire, grand classique, on va vous demander de bien vouloir couper vos caméras, ça je pense que c'est bon, et puis couper vos micros. Et donc vous avez la possibilité d'utiliser le chat comme vous êtes en train de le faire, et c'est parfait, de manière à poser vos questions, et puis on se fera un plaisir d'y répondre par la suite. Alors les lundis du CEP, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qu'on a créé régulier tous les lundis à destination des salariés et des indépendants, de manière à vous mettre à disposition une série de webinaires sur différentes thématiques et vous donner un maximum d'informations autour de la reconversion, la formation, la valorisation des compétences, la démission ou encore la création d'entreprise. Il existe de nombreuses thématiques que vous pouvez retrouver sur le lien qui est indiqué, donc leslundisducep.fr, où vous pourrez y trouver alors à la fois la programmation des prochains lundis et puis vous pourrez aussi visionner les replays des lundis précédents. Donc les calendriers des lundis, c'est tous les lundis, c'est facile. Et donc vous pourrez retrouver le programme des prochaines thématiques, en sachant qu'aujourd'hui, on va pouvoir vous dire un mot sur la formation et la reconversion et les différents outils pour aider à concrétiser vos projets donc de formation, de reconversion. Donc moi je suis Alice Denmanivon, je suis manager de groupement pour le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine. Le réseau EVA, c'est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle dont je vais pouvoir vous parler assez rapidement ensuite. Et je suis accompagnée pour ce webinaire de Pascal Perret, qui est référent de parcours à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Et Pascal, je vais te laisser te présenter qui est Transition Pro. Et puis ensuite, on va pouvoir démarrer sur les chiffres et puis notre sommaire. Bonjour Alice, heureux de te retrouver encore pour une nouvelle animation. Donc Pascal Peyret, donc Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais m'appuyer sur l'expérience et nos pratiques bien sûr de la Nouvelle-Aquitaine, mais beaucoup d'éléments peuvent se conjuguer sur les autres régions puisque voilà, de plus en plus il y a une harmonisation entre les transitions pro. Alors les transitions pro, qui nous sommes? Nous sommes ce qu'on appelle un organisme paritaire, interprofessionnel. On n'est pas rattaché à une branche, à un secteur d'activité particulier.
Et la particularité, c'est qu'on est géré par les représentants des syndicats employeurs et les représentants des syndicats des salariés, donc à parité, c'est pour ça qu'on appelle ça un organisme paritaire. Là, nous gérons différents dispositifs, le projet PTP, projet transition professionnelle, qui va nous occuper une grande partie de cette matinée, le dispositif démissionnaire, mais également d'autres dispositifs, certificat CLEA, validation des acquis de l'expérience, et le tout petit dernier qu'on a mis en jaune pour bien le souligner, les transitions collectives qui feront, je pense, l'objet d'un projet webinaire, tellement il est d'actualité. Mais en tout cas, suivez donc cette actualité pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus. Tout à fait, Le... Pascal. Il y a un lundi du CEP qui sera consacré à la transition collective, qui sera animé par des collègues d'une autre région. Bon, eh bien, bonne chance à eux. Les missions en fait des transitions pro, c'est à la fois d'analyser les besoins en emploi, compétences et qualifications d'un territoire. Bon, en l'occurrence, pour nous, c'est la Nouvelle-Aquitaine. C'est de suivre la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle, dont le réseau EVA est un acteur principal, qui est l'acteur sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi sur 6 autres régions, je crois, c'est ça, Alice? C'est ça. Et également de s'assurer de la qualité des parcours de formation financés. Voilà, donc nous sommes un financeur, mais on regarde quand même ce qui se passe sur le terrain et voir si justement les formations respectent bien les fameux critères Calliope. Également de s'assurer que les personnes qui suivent une formation dans le cadre du dispositif PTP, eh bien, ils trouvent leur compte, que ça se passe bien. Donc voilà, on les suit pendant la formation, on les suit après la formation, voilà, pour faire des petites statistiques. Et puis, bien sûr, les transitions pro développent des relations partenariales avec d'autres acteurs de l'écosystème de la formation et de l'insertion. Voilà, en l'occurrence, ça peut être par exemple une convention avec la GFIP pour les personnes, les bénéficiaires des obligations d'emploi, parce que je sais qu'il y a certains représentants des Cap Emploi. Donc voilà, je le dis en tout cas sur la Nouvelle-Aquitaine, on a ce partenariat, mais on en a aussi avec des OPCO comme par exemple l'OPCO Constructis. Voilà présenté rapidement Transition Pro, ses missions et son rôle. Merci Pascal. Alors, le sommaire de ce webinaire sur la reconversion va démarrer par la présentation du conseil en évolution professionnelle du service CEP, qui est quand même très clairement un levier pour vous accompagner lorsque vous voulez entamer un projet de reconversion et voilà, pouvoir avoir accès à un service qui est gratuit. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vous dirai un mot bien sûr sur le compte personnel de formation, le CPF, et puis ensuite je laisserai la parole à Transition Pro, à Pascal, qui vous parlera du dispositif PTP, projet de transition professionnelle, et puis du dispositif démissionnaire. Sont pour nous 3 leviers qui sont intéressants pour pouvoir entamer une reconversion et accéder à de la formation et à des financements. Avant ça, juste quelques chiffres. Donc, on a édité un baromètre autour de l'évolution professionnelle en octobre dernier. Alors là, ce sont plutôt les données Nouvelle-Aquitaine, mais qui en fait sont tout à fait applicables à l'ensemble de la France. On sait aujourd'hui qu'un salarié sur 2 souhaite évoluer professionnellement sous 2 ans. Donc c'est vraiment une thématique qui peut tous nous habiter à un moment donné et nous préoccuper, vouloir évoluer professionnellement. 39% estiment que la crise Covid a eu un impact sur leur décision d'évolution, et on peut pas nier qu'avec l'année qu'on a passée et puis celle qui se poursuit en 2021, on a tous eu à s'adapter fortement. Et donc, ça a pu aussi venir impacter un peu nos choix et nos souhaits d'évolution professionnelle. Et notamment, pour 33%, l'évolution professionnelle est associée avec un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Sûrement certains d'entre vous qui sont présents et qui assistent à ce webinaire se sont retrouvés en télétravail, par exemple. Et bref,
on a tous été bousculés et on peut évaluer à travers ce baromètre que 33% des personnes qui comptent évoluer professionnellement ont vu la crise avoir un impact et puis être plus en recherche d'un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Et pour 85%, on voit que la crise a même fait évoluer les compétences requises pour exercer le métier. Et je pense qu'on a eu à faire preuve de beaucoup d'agilité et on s'est découvert aussi plein de compétences nouvelles. Une fois cette introduction faite, on va passer à concrètement qu'est-ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle. Alors, c'est un service gratuit, ça c'est important de l'avoir en tête, qui existe depuis le 1er janvier 2015, alors qui a été revisité un petit peu suite à la dernière réforme, mais concrètement, c'est un processus gratuit d'appui pour faire le point sur sa situation professionnelle, et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. L'objectif, vous donner les clés et les outils pour réaliser votre projet. C'est un service donc qui est gratuit, ça vous l'avez compris, qui est confidentiel et qui est neutre. Concrètement, sur quelle thématique on va pouvoir intervenir avec vous lorsque vous avez recours à un projet d'évolution professionnelle et un conseil en évolution professionnelle. On va pouvoir être en appui pour vous lorsque vous avez un projet de changer de métier, de reconversion, et c'est bien la thématique de ce lundi du CEP. Mais aussi, on va être en appui lorsque vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise. Et ce sont des thématiques sur lesquelles on est beaucoup intervenu sur cette année 2020 et sur laquelle on continue d'agir beaucoup avec vous en 2021. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes, malgré la crise, qui ont envie d'aller vers un métier qui leur correspond mieux et dans des conditions qui leur correspondent mieux. Et pourquoi pas créer ou reprendre une entreprise dans ces conditions. Mais pour aller vers ce type de projet-là, il est vraiment important d'être accompagné et de pouvoir être aiguillé pour faire les bons choix. Et le conseil en évolution professionnelle est un appui pour ça. On est là aussi quand les personnes s'interrogent sur un projet d'acquisition de compétences, voire de formation. Et à ce moment-là, on pourra aiguiller sur quelle est la bonne formation, est-ce qu'elle correspond bien aux besoins, mais aussi quel financement sera le plus adapté. Alors ça pourrait être le CPF, et on va en parler juste après, ça pourrait être aller voir du côté de transition pro et du PTP, et puis peut-être vers d'autres modalités, et ça on en échange avec vous. Et puis, on peut aussi intervenir autour de tout ce qui touche à la validation des acquis de l'expérience. On travaille depuis un certain temps sur un poste et on a envie peut-être de faire valoriser cette expérience à travers la possibilité de valider un diplôme, tout ou partie d'un diplôme. Et ça, on peut aussi donner des éléments de réponse là-dessus. Le CEP, le conseil en évolution professionnelle, c'est aussi un passage obligatoire pour certains dispositifs, comme le dispositif démissionnaire dont parlera Pascal tout à l'heure, et le nouveau qui était en jaune tout à l'heure, vous l'avez vu, qui s'appelle transition collective, qui concerne plutôt les salariés dont l'emploi est menacé suite à la crise du Covid et qui vont avoir la possibilité d'accéder à une formation pour aller vers des métiers qui sont fléchés porteurs d'emploi sur les territoires. Et là, le CEP aura aussi un rôle à jouer pour vous accompagner dans cette transition. Et puis le CEP est là pour accompagner et écouter toutes les personnes qui, à un moment donné, ont besoin de prendre du recul. Ce sont des experts qui vont être à votre écoute. Et c'est vrai qu'on a accompagné aussi beaucoup de personnes l'année dernière et cette année qui étaient en arrêt de travail, qui étaient en risque d'inaptitude, en burn-out, etc. Et on travaille bien sûr en collaboration avec les services de santé au travail, avec les collègues du Cap Emploi. Pascal l'a dit tout à l'heure, on sait qu'il y en a certains qui sont connectés ce matin. Mais bien sûr qu'on travaille tous en synergie de manière à pouvoir accompagner le plus efficacement possible toutes les personnes qui, à un moment donné de leur carrière, ont besoin de prendre un petit peu de recul et d'être accompagnées. Alors en Nouvelle-Aquitaine, mais comme on l'a dit, le CEP c'est partout en France et c'est gratuit partout en France, mais nous on intervient au titre de la Nouvelle-Aquitaine. Alors simplement pour présenter, on évolue en groupement, donc le réseau EVA c'est un groupement composé de l'ensemble des CIBC, Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'association paritaire pour l'évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons 4 CIDFF en région Nouvelle-Aquitaine qui délivrent du conseil
conseils en évolution professionnelle, ce sont les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Les associations retravaillées peuvent aussi délivrer du CEP, tout comme les consulaires, les chambres des métiers et de l'artisanat, et on en a dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons aussi 3 CCI qui délivrent du CEP en Nouvelle-Aquitaine et 2 chambres d'agriculture. Un groupement complémentaire, interinstitutionnel, qui permet d'avoir 102 conseillers qui délivrent du CEP en Nouvelle-Aquitaine sur 110 lieux d'accueil. Et en 2020, nous avons accompagné plus de 10 400 personnes en Nouvelle-Aquitaine. Et sachez que le CEP, l'année dernière, c'était plus de 100 000 personnes accompagnées gratuitement sur l'ensemble de la France. Donc, peu importe la région à laquelle vous appartenez au moment où vous connectez sur le webinaire, sachez qu'il y a forcément un opérateur gratuit qui est proche de chez vous. Alors, comment ça se passe le CEP? On va avoir plusieurs modalités. Une première prise de rendez-vous qu'on appelle l'aiguillage, où vous allez prendre rendez-vous pendant 10 minutes. On va vous poser des questions pour vérifier que vous avez bien droit à ce service. En fonction de votre statut, on vous réaiguillera vers le bon opérateur si jamais vous ne relevez pas de nos services. Vous pourrez donc avoir un premier niveau d'accueil qui va durer 1h30, qui sera donc un premier niveau de conseil. On va pouvoir vous donner pas mal d'informations et vous délivrer une synthèse écrite qui reprendra tous les éléments. On va faire un peu un diagnostic de votre situation. Et puis ensuite, on vous proposera un accompagnement qui pourra durer entre 6 et 18 mois, où là, on va vous accompagner vraiment pas à pas sur la formalisation de votre projet professionnel, voire à sa mise en œuvre. Et encore une fois, tout est gratuit du début à la fin. Donc concrètement, pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Vous composez le 09 72 01 02 03. C'est un numéro non surtaxé. Une plateforme téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et les samedis matins de 9h à midi, ou sur le site moncepnouvelle-aquitaine.org où vous pouvez laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler. Sachez que nous proposons des horaires élargis, donc des horaires de soirée et les samedis matins dans au moins une ville de chaque département, de manière à répondre au mieux aux besoins de notre public. Et donc nous particulièrement, Réseau EVA, nous allons accompagner les salariés, les indépendants, donc les salariés en contrat de droit privé, dans toutes les étapes de leur projet professionnel. Et il n'y a pas de numéro national, je vois que la question est posée. Donc le 09 72, ça va être le numéro qui va être partagé par tous les réseaux EVA, c'est-à-dire toutes les régions qui vont de la Nouvelle-Aquitaine à Grand Est, en passant par Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie. Voilà pour ces premiers éléments sur le CEP. Vous trouverez facilement toutes les infos qui pourraient vous intéresser sur notre site et surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Encore une fois, c'est gratuit. Alors, une fois qu'on vous a accompagné à définir votre projet, et s'il y a projet de formation, il pourrait être intéressant d'identifier quel est le levier, quel est le meilleur moyen de financer votre projet professionnel. Donc là, je vais vous parler du compte personnel de formation, le CPF. Je pense que vous avez tous déjà vu au moins ce logo un peu partout. Il est martelé parce que c'est un droit que vous avez tous et pour lequel vous cotisez. Alors, on vous a donné un petit exemple, l'exemple de Théo. Donc Théo, il a 26 ans. Il est chargé de communication au sein d'une mutuelle et il souhaite acquérir de nouvelles compétences dans un secteur qui l'intéresse particulièrement, qui est la création de vidéos sur le web. Ça fonctionne plutôt bien, les vidéos sur le web. Je pense que Théo fait un bon choix d'aller de ce côté-là. Et d'ailleurs, il le dit, j'adore créer des petites vidéos sur le plan perso, ça me passionne. Mais j'aimerais acquérir de vraies compétences professionnelles pour optimiser mes créations, mais aussi pouvoir m'en servir au travail. Donc, il a eu recours au CEP. Il a appelé le 09 72 01 02 03 et avec sa conseillère en évolution professionnelle, ils ont identifié ensemble les compétences à acquérir au regard de son objectif. Il a sélectionné plusieurs offres de formation qui étaient éligibles au CPF. Et on va le voir juste après, comment ça marche le CPF. Et puis, il a comparé les offres pour identifier celle qui était la mieux adaptée à son besoin. Et puis, on a comparé aussi les tarifs, puisque la formation, c'est payant. Donc, voilà, on est allé s'assurer qu'elle pourrait être financée par le CPF. Et puis, on identifie celle qui est la mieux adaptée. On prépare l'argumentaire parce que là, l'objectif, puisqu'il voulait en faire usage au titre professionnel, on l'a aidé dans le cadre du CEP à préparer un argumentaire pour proposer cette action de formation à son employeur. Et puis ensuite, on l'a guidé à acheter sa formation en ligne sur le compte personnel de formation. Hop.
Alors le CPF concrètement, je ne vais pas vous noyer dans toutes ces informations, c'était juste pour vous donner des éléments de repère. Le CPF concrètement, ça existe depuis 2015 et avant 2015, on cotisait déjà pour son droit à la formation à travers le DIF qui avait été créé en 2004. Donc avant, de 2004 à 2014, on pouvait cotiser jusqu'à 20 heures de droit à la formation et puis c'était plafonné au bout de 120 heures, donc on cumulait des heures de DIF. À partir de 2015, tout est automatique. On travaille en fonction du nombre d'heures qu'on travaille. On va cotiser jusqu'à 24 heures de droit à la formation dans la limite de 150 heures à partir du 1er janvier 2015. Et puis à partir de 2019, on va partir sur un schéma qui va être dit monétisé. Et là, on va parler de 500 à 800 euros par an en fonction de sa situation et de son temps de travail. Mais dans tous les cas, on va pouvoir cumuler des euros qui vont être crédités directement dans son compte personnel de formation. Cet argent-là est géré par la Caisse des dépôts. C'est pour ça qu'on vous a mis le petit logo, mais que vous sachiez, cet argent, il est géré par la Caisse des dépôts. Et donc, toutes les heures qu'on a cumulées auparavant au titre du DIF, du droit individuel à la formation, nous avons encore possibilité de le renseigner dans son compte CPF pour ne pas le perdre. Après, on l'utilisera tout au long de sa carrière, mais jusqu'à sa retraite. Mais en tout cas, sachez que vous avez encore le temps de déposer vos heures de DIF dans votre compte CPF. Et pour ça, vous avez jusqu'au 30 juin 2021. Donc, pensez à le faire, c'est très important. Il faut renseigner ces heures. Donc, vous allez trouver vos attestations avec votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ou une attestation à part. Sinon, vous posez la question à votre employeur. Mais dans tous les cas, vous devez récupérer un document qui va attester de ces heures de DIF et la rattacher dans votre compte personnel de formation pour que ça soit crédité en euros. Et ensuite, vous pourrez utiliser ce crédit-là jusqu'à votre retraite. Et si jamais vous n'arrivez pas à récupérer votre attestation, sachez que vous avez un formulaire de contact en fait via le site CPF et donc derrière c'est la Caisse des dépôts qui vous répondra, mais il existe une procédure en fait quand on n'a pas le document avec ses bulletins de salaire, etc. où vous pouvez faire reconnaître les heures de DIF que vous possédiez de manière à les faire créditer. Donc surtout, n'hésitez pas. C'est assez facile sur la plateforme Mon compte personnel de formation. Vous avez des possibilités de voir des foires aux questions, des FAQ, ou de poser des questions directement via un formulaire de contact. Donc n'hésitez pas à interroger à la Caisse des dépôts. Et si jamais, passez par votre CEP qui vous aidera dans toutes ces démarches-là. Alors on l'a dit, on peut financer plein de choses en fait avec son compte personnel de formation. On peut bien sûr, comme son nom l'indique, financer de la formation. Par contre, pas toutes les formations. Celles qui sont certifiantes et reconnues par l'État, celles qui sont au RNCP par exemple. Mais voilà, vous pouvez vérifier depuis le portail en ligne Mon compte formation ou depuis l'application mobile, puisqu'il existe aussi une application mobile. Si la formation que vous visez, elle est bien éligible. Elle pourra bien être financée par le CPF. Mais on peut financer encore plein d'autres choses avec son CPF. On peut financer des formations en informatique, on peut financer des formations en langue, et on peut aussi financer des permis de conduire. Et ça, c'est assez important parce qu'on le sait pas toujours. Et pour beaucoup, le permis B, c'est un frein qui nous empêche de trouver un emploi. Donc, sachez que vous avez la possibilité de faire financer votre permis de conduire avec le capital que vous possédez dans votre compte personnel de formation. Et il y a même des permis poids lourds qu'on peut financer à travers le compte personnel de formation. Avec son CPF, on peut aussi financer un accompagnement sur la VAE, on en a parlé rapidement tout à l'heure, on peut financer un bilan de compétences et un accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise. Bref, plein de choses finançables avec son compte personnel de formation, donc n'hésitez pas à aller regarder comment ça fonctionne cette chose-là, parce que ça peut vraiment vous être utile pour plein de domaines. La formation que vous voudrez financer avec votre CPF, elle pourra se faire soit hors temps de travail sans demander l'autorisation à votre employeur, soit sur temps de travail. C'était le cas de Théo, vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a aidé à préparer son argumentaire, puisque vous pouvez aussi faire votre formation financée avec votre CPF sur votre temps de travail. Et là, il y aura un délai de prévenance à respecter pour demander une autorisation d'absence à votre employeur. Le CPF va prendre en charge le coût pédagogique. Il n'y a pas de frais annexes, par contre, dans ce financement-là, mais ça prendra en charge le coût pédagogique. Voilà, je passe rapidement là-dessus, mais sachez qu'il y a deux modalités, en tout cas, sur temps de travail et hors temps de travail. Et puis vous dire un mot aussi sur le fait que le compte personnel de formation peut être abondé de différentes façons.
Quand on est bénévole depuis un certain temps et qu'on a un compte d'engagement citoyen, on a possibilité de créditer des heures qui deviennent des euros et qui peuvent être ensuite rapatriés sur votre compte personnel de formation. De la même manière, quand on occupe un emploi qui est dit pénible, on a un compte professionnel de prévention, un C2P, qui s'appelait compte pénibilité auparavant, pour lequel on a des points qu'on peut convertir en euros quand on a été exposé à des facteurs de risque. Quand on a eu un accident de travail ou une maladie professionnelle, on peut aussi demander un abondement. C'est ce qu'on appelle ATMP, accident de travail, maladie professionnelle, mais on peut aussi avoir un abondement qui peut aller jusqu'à 7 500 € qu'on va pouvoir mettre dans son compte personnel de formation si on a un projet professionnel de formation. Et puis, l'employeur peut aussi abonder le CPF via des dotations volontaires, des abondements correctifs. Par exemple, vous savez qu'il existe un entretien professionnel qui est obligatoire maintenant tous les 2 ans avec une proposition d'évolution sous 6 ans. Si ça n'est pas fait, votre employeur devra vous verser 3 000 € dans votre compte personnel de formation. Donc, il existe plein de choses qui peuvent venir aussi abonder le compte personnel de formation pour lequel vous allez créditer des euros au fur et à mesure du temps que vous travaillez. Et le CPF est utilisable jusqu'à sa retraite. Et le CEP, le conseil en évolution professionnelle, sera là pour vous accompagner dans toutes les étapes. On l'a vu pour l'exemple de Théo, mais sachez que pour la question des abondements, notamment pour les accidents de travail ou le compte pénibilité, compte prévention professionnelle, il faut passer par son CEP pour bénéficier des abondements. Donc, si vous avez des questions sur le CPF, n'hésitez pas, appelez votre conseil en évolution professionnelle. Voilà pour la première partie sur le compte personnel de formation. Je vais passer la parole à Pascal, donc sur le projet de transition professionnelle. Je coupe mon micro, Pascal, mais je te passe les slides et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci Alice. Bon, mission accomplie pour la première partie. J'enchaîne sur la suite. Alors déjà, je vais m'excuser, ça se fait pas, mais c'est vrai que ce qu'on va faire va être dense et technique. Mais bon, on va essayer de rendre ça vivant et que vous puissiez avoir vraiment l'information utile. Alors le PTP, c'est en fait, comme a dit Alice, ça rentre dans le cadre du CPF. C'est une modalité particulière de mise en œuvre du CPF. Bon, donc un dossier PTP est toujours accolé à un dossier CPF. Et par contre, un projet de transition professionnelle concerne les formations qui sont certifiantes. Tu l'as dit, certifiante, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles, et certaines qualifications du répertoire spécifique. Donc, on peut faire des formations, mais il faut bien choisir celles qui sont inscrites au RNCP ou certaines du répertoire spécifique. Première chose. Après, il faut se demander, est-ce qu'on a des droits ouverts? Donc, si on est en CDI, il faut être dans son entreprise depuis 12 mois et avoir au moins 24 mois d'ancienneté professionnelle dans son parcours professionnel. Si on est en CDD, un peu plus compliqué, il faut 24 mois d'activité dans les 5 dernières années, dont 4 mois de CDD dans les 12 derniers mois. Et petite précision, lorsqu'on dépose un dossier PTP auprès d'une transition pro, il faut être en cours de CDD. Voilà, c'est une caractéristique, hein, donc ne pas attendre la fin du CDD pour mettre en œuvre son projet. Alors c'est vrai qu'il y a certains contrats qui sont exclus. Bon, n'hésitez pas à aller sur les différents sites internet des transitions pro pour avoir plus de précision, hein, sur ce type de contrat. Les intérimaires aussi ont droit à pouvoir bénéficier d'un PTP, mais là encore, ils doivent justifier de 600 heures de mission d'intérim dans une agence d'intérim et 1600 dans toutes les agences d'intérim. Et tout ça, c'est apprécié sur une période de 18 mois. Et la caractéristique, c'est que la formation doit débuter 6 mois après la fin de la dernière mission. C'est vrai, ça limite pas mal de possibilités, mais c'est la réglementation. Les intermittents, je ne vais pas en parler parce que c'est assez technique, c'est en fonction de quel type d'intermittent on parle, est-ce que c'est le spectacle enregistré, du spectacle vivant. Et c'est vrai, du fait de la pandémie,
Aujourd'hui, beaucoup d'intermittents, ben, hélas, n'ont pas de l'éligibilité pour pouvoir demander des PTP parce que tout simplement, ben, ils n'ont pas eu de cachet, comme on dit, dans leur spécialité artistique. Les étapes de mise en œuvre. Voilà, on a choisi une formation, elle est bien RNCP, elle est bien RS, on a bien vérifié qu'on avait bien des droits ouverts. Euh, L'organisme de formation, l'étape organisme de formation, ce qu'il faut bien voir avec lui, c'est que quand on fait un dossier PTP, cela concerne une seule formation par dossier. Ce n'est pas une plus une plus une, non, c'est une formation par dossier. Les formations, il faut qu'elles soient limitées dans le temps, à 1 an, si c'est une formation de temps plein et continue, ou 1200 heures si c'est en discontinu. On y reviendra tout à l'heure sur ces notions. Les périodes d'application d'entreprise, souvent, ça fait l'objet dans un cursus de formation où il y a la formation théorique et il y a la formation sur le terrain. Mais cette durée est limitée par la loi. On y reviendra aussi également. Et maintenant, vraiment, la chose importante de la nouvelle loi, c'est le bilan de positionnement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de positionnement? C'est une obligation par la loi, c'est quelque chose qui est gratuit et que tout organisme doit mettre en œuvre lorsque vous sollicitez un financement dans le cadre du PTP. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que l'organisme de formation, tu peux passer l'autre diapo, Alice, s'il te plaît, c'est que l'organisme de formation vous propose une action de formation qui corresponde véritablement à vos besoins. C'est-à-dire qu'il faut que le but, c'est de individualiser le programme de formation et de personnaliser les modalités pédagogiques qu'il va vous proposer. L'idée, c'est pas de faire au moins 10 ans, mais c'est de faire au mieux faisant. Et donc, c'est une obligation de la loi. Donc, lorsque on s'adresse à un organisme, il faut vraiment que l'organisme procède à cette étape de bilan positionnement. D'ailleurs, c'est un des critères Calliope dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'un organisme doit bien sûr respecter à la lettre. Donc voilà, pour identifier vos requis, pour permettre d'adapter une durée de parcours de formation à vos besoins, le bilan de positionnement, c'est l'étape première qui vient souvent après aussi la phase d'acceptation, d'admission. S'il y a eu un concours ou une sélection par dossier, l'organisme a fait cette sélection et après propose le bilan de positionnement. L'étape employeur. Ok, Alors ça y attends, est. Pascal, justement, tu parles de la question du concours, c'est une des questions qui est posée dans le chat. Est-ce que Oui. du coup, il est souhaitable de monter le dossier en sachant pas si on a, enfin, tu vois, est-ce qu'il faut mieux attendre d'avoir les Il faut, résultats du concours? l'information de l'admission est quelque chose d'important pour une commission pour qu'elle prenne une décision. Mais la prise de décision, elle arrive dans un troisième, voire quatrième temps. Donc, quand on veut solliciter un PTP, ne pas attendre forcément le résultat au concours, dire que l'admission est peut-être en cours, mais de lancer la procédure pour respecter les délais, parce que sinon, le risque, ce serait d'être hors délai et de monter un dossier trop tard pour pouvoir bénéficier du dispositif PTP. Donc voilà, oui, c'est un élément important. Il le faudra pour que la commission prenne une décision éclairée, mais pour le montage du dossier, ça peut se faire dans un premier temps sans avoir cette décision d'admission au concours. L'étape employeur peut-être aussi quand même, parce que ça y est, on a défini son projet, on a choisi le parcours de formation, l'action de formation qui est adéquate, l'organisme vous accepte, vous a fait une proposition de calendrier, de programme, de devis, et maintenant il faut solliciter l'autorisation d'absence auprès de son employeur. Alors,
ça ne vaut essentiellement que pour les CDI, puisque les autres, les intermittents, les cachets sont finis, les CDD, les contrats sont terminés. Par contre, pour les intérimaires, il faudra aussi qu'ils passent aussi par cette demande d'autorisation d'absence. Donc, pour les CDI, essentiellement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une lettre à son employeur disant tout simplement, je vous sollicite pour une autorisation d'absence pour aller faire une formation avec tel organisme, avec pour tel intitulé de formation, ça débute telle date, ça finit telle date. Voilà, c'est une lettre toute simple, mais il faut qu'il y ait ces éléments. Et ce courrier doit être envoyé, si la formation dure plus de 6 mois, elle doit être envoyée 120 jours avant le début de la formation. Concernant les formations en dessous de 6 mois, ça sera simplement que 60 jours. Mais on conseille toujours qui peut le plus, peut le moins, donc n'hésitez pas à l'envoyer le plus tôt possible, même si votre formation est courte. Qu'est-ce que l'employeur... Pascal, je vous interromps. On a pas mal de questions dans le chat sur ce sujet. Sur est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum de formation pour déclencher un PTP et est-ce qu'il y a un taux horaire maximum de prise en charge? On va y arriver. On va y arriver sur ces questions techniques. Donc, pour l'instant, Joker, je continue sur cette étape employeur. Donc, qu'est-ce que peut répondre l'employeur? L'employeur, il peut dire, oui, d'accord, je comprends, tu as un projet, je veux pas t'empêcher de le faire, donc je t'autorise et je te donne une autorisation d'absence. Refuser, oui, il peut refuser, mais en fait, il peut refuser que si vous n'avez pas respecté les délais que je viens d'évoquer, et si vous lui avez pas communiqué les éléments obligatoires, le nom de la formation, le nom de l'organisme et les dates. Donc, comme vous avez été prévenant et que vous êtes informé maintenant, donc de toute façon, vous allez lui faire une lettre en bonne et due forme, et donc il ne pourra pas refuser. Par contre, il peut reporter, c'est-à-dire il peut juger que pour des raisons de service ou parce qu'il y a déjà trop de personnes qui sont en formation, il peut dire, oui, je veux bien que tu partes en formation, mais pas maintenant. Donc le pas maintenant, c'est le pas à la date que tu m'as proposé. Et s'il donne son joker comme ça de report, ce report, il est de maximum 9 mois. Hein, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, non, c'est 9 mois. Et une fois qu'il aura utilisé ce joker, il ne pourra pas vous l'imposer de nouveau. Et s'il ne répondait pas au courrier que vous lui aurez envoyé, au bout de 30 jours, l'autorisation d'absence est considérée comme étant acquise. Voilà, il avait 30 jours pour répondre, il n'a pas respecté les délais, et bien maintenant, il ne peut pas s'opposer, c'est-à-dire imposer le report, ou même évoquer un refus s'il manquait un élément dans le courrier. Donc voilà l'étape employeur. Donc bien respecter ce timing. Alors bien sûr, cette autorisation d'absence ne vaut que pour les formations qui génèrent de l'absence au poste de travail. Puisqu'en fait, on peut tout à fait faire, dans le cadre du PTP, des formations hors temps de travail, c'est-à-dire des formations qu'on fera après aller travailler ou le week-end ou sur des jours de congé. Ça ne génère pas de l'absence au poste de travail. Donc, bien sûr, l'étape employeur n'est pas nécessaire et voilà, il n'y aura que l'étape formateur qu'il faudra respecter. Toutes ces questions, je les vois passer sur le chat. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive, hein, mais vous l'aurez voulu. Il ne faudra pas vous plaindre si c'est si technique. Alors, concrètement, aujourd'hui, pour toutes les transitions pro de votre région, il faut aller s'inscrire sur le site internet des transitions pro. Vous créez ce qu'on appelle une fiche bénéficiaire et ainsi vous êtes dans la base de données de transition pro régionale qui est la vôtre. Donc, première étape, vous allez remplir des éléments du salarié, on va vous demander des bulletins de salaire, on va vous demander plein de documents administratifs, vous allez nous les transmettre, on va les vérifier, si c'est OK, hop, on passera la main automatiquement, la porte sera ouverte pour que l'organisme de formation que vous avez choisi puisse remplir sa partie. Donc, s'il manque des éléments, on referme la porte, vous recomplétez,
Si c'est OK, on envoie à l'organisme de formation. Lui aussi nous renvoie des éléments, le devis, le programme, le calendrier, le référentiel, l'admission. Il nous envoie ces éléments-là. On vérifie ces éléments-là. S'ils sont complets, eh bien, on va continuer le cheminement. On va ouvrir la porte employeur. Si ce n'est pas complet, on redemande à l'organisme, on remet en saisie pour qu'il puisse faire le nécessaire. Donc, c'est OK, l'organisme a bien rempli sa partie, la porte de l'employeur s'ouvre, l'employeur remplit, voilà les éléments lesquels, d'abord dire qu'il est OK pour vous laisser partir de telle date à telle date pour faire telle et telle formation, et puis surtout, il va nous donner des éléments sur la rémunération, on y arrive. Donc, il remplit sa partie. Si là encore, il manque des éléments, on le remet en saisie quand nous, on a vérifié, mais si c'est OK, à ce moment-là, de nouveau, l'ensemble des volets salariés, organismes de formation, employeurs vous sont transmis, vous vérifiez le tout, et si c'est OK, à ce moment-là, grâce à votre petit doigt, vous appuyez sur la touche et ça vaut pour signature électronique, comme si vous aviez mis le cachet de la poste, le timbre est fait tamponner à la poste. Pourquoi ça? Parce que c'est très important, il faut respecter des dates butoirs. Alors, certaines transitions pro n'ont peut-être pas le même calendrier, je vous le dis, mais ce qu'il en est, c'est que si par exemple, là, pour ceux qui veulent faire une formation pour la rentrée de septembre, la date butoir, un exemple, c'est il faut qu'ils déposent tout ce que je viens de dire, là, ces 4 volets complets, là, qu'ils aient appuyé avec leur petit doigt sur la signature électronique avant le 1er juin. Donc, vous voyez, là, le temps commence à courir pour ceux qui avaient un projet pour septembre. Bon, si c'est octobre, il y a un peu plus de temps, puisqu'ils ont jusqu'au 1er juillet. Donc, et attention, là, la machine, elle est intraitable. C'est-à-dire, vous êtes dans les temps, c'est bon. Vous n'êtes pas dans les temps, c'est pas bon. Elle vous expulse. Alors, les fameuses modalités de prise en charge du PTP. Quand on dit je vais avoir un financement, c'est un financement de quoi? De la rémunération, des frais pédagogiques et éventuellement des frais annexes. Oui, bon, d'accord, ça c'est les principes généraux. Mais la rémunération, j'ai bien vu qu'il y avait une question là-dessus, il faudrait savoir déjà combien vous gagnez. Mais comment on le sait? Par rapport à ce que votre entreprise nous a dit. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit des informations concernant votre salaire de base. Oui, mais à ce salaire de base, il y a peut-être des choses qui viennent se greffer. Une prime d'ancienneté, un 13e mois, des primes de vacances, que sais-je, moi, en tout cas, certains éléments qui viennent se rajouter au salaire de base. Et quand on additionne tous ces éléments, et que, bien sûr, on le rapporte au mois, on obtient ce qu'on appelle un salaire moyen brut de référence. Et là, la question, c'est de savoir si ce salaire de référence, est-ce qu'il est en dessous de 2 fois le SMIC, brut, je dis bien, 3109,24, ou est-ce qu'il est supérieur à 2 fois le SMIC, ou voire même, est-ce qu'il est supérieur à 3 fois le SMIC? Si c'est en dessous de 2 fois le SMIC, bon, pas de souci, la prise en charge peut être de 100% du salaire moyen de référence. Par contre, si c'est 2 fois à 3 fois le SMIC, là, ça sera plutôt 90%. C'est-à-dire qu'en fait, on va écréter de 10%. C'est-à-dire que quand la formation va commencer, votre employeur va toujours continuer à vous payer, mais nous, on lui remboursera que 90%. Alors, soit il se cale sur les 90% en disant, moi, je suis remboursé que 90, donc je ne vous paye plus que 90. Soit certaines entreprises, il y en a des gentils qui disent, bon, ok, je suis remboursé 90, mais c'est pas grave, je vous maintiens vos 100%. Bon, ça, c'est la rémunération. Mais le coût pédagogique, maintenant. Mais le coût pédagogique, si on est en dessous des plafonds, les plafonds 18 000 euros, ou net de TVA ou 21 600 TTC, c'est bon. On peut prendre 100% de la rémunération si on est en dessous de 2 fois le SMIC. Oui, mais il y a une double plafond, en fait, parce qu'il y a un plafond total, mais il y a un plafond horaire. C'est-à-dire, est-ce que le taux horaire est supérieur ou inférieur à 27,45 net de TVA ou 32,94 TTC. Parce que certains nous disent, oui, mais pas d'inquiétude, moi, ma formation, elle fait 10 000 euros. Oui, mais 10 000 euros, mais tu n'en fais que 100. 100, donc si je fais le rapport, ça fait 100 euros de l'heure. Donc tu peux choisir ce parcours, mais nous, on remboursera peut-être 32,94 TTC, mais la différence, ça sera toi qui la financera. OK. Bon, ça, c'est les 2 fois le SMIC. Mais alors, en dessous de 2 fois le SMIC, mais les deux SMIC supérieurs à 2 fois le SMIC ou à 3 fois, il y a un reste à charge sur le coût pédagogique.
Si c'est entre 2 et 3 fois le SMIC, eh bien, il y a 5%. Alors 5% de quoi? Du coût pédagogique? Non, ça serait trop simple. Non, c'est 5% de toute la rémunération que l'on rembourse à votre entreprise. Eh ouais, ben on additionne tout, on prend 5% et on enlève ces 5% au coût pédagogique. C'est la double peine, puisqu'on vous a déjà enlevé 10% sur la rému, mais on vous laisse encore 5% sur le coût pédagogique. Et alors, pour ceux qui sont à 3 fois le SMIC, eh bien alors là, c'est pas 5%, c'est 10% de tout ce qu'on rembourse à votre entreprise pendant la formation qui sera déduit du coût pédagogique. Donc, libre à vous, après, d'accepter ces conditions. Hein. En général, vous êtes toujours informé de ces limitations de prise en charge en termes de rémunération et coût pédagogique. Et si vous dites, vous pouvez à ce moment-là dire stop ou encore. Petite précision, votre fameux capital CPF dont on a parlé tout à l'heure, automatiquement, il est mobilisé. Je l'ai dit, PTP est toujours adossé à un dossier CPF. Et donc, si vous avez de l'argent sur ce CPF, automatiquement, cette tirelire est mise à zéro. Alors, pour autant, on peut avoir très bien zéro dans la tirelire. Bon, c'est pas grave, ça fera zéro, mais s'il y avait 1000, eh bien, on prendra les 1000. Les CDD et tous les intérimaires, comment on fait le fameux salaire de référence? Eh bien, pareil, on prend les 4 derniers mois que vous avez eus, et puis on fait une moyenne sur ces 4 derniers mois. Et puis pour les intérimaires, on fait une moyenne sur les mêmes bases, mais sur les 600 dernières heures d'intérim. Donc, on a vu la rému, on a vu le coût pédagogique et maintenant les coûts de déplacement, les coûts de mobilité. Bah oui, ça, vous pouvez très bien habiter un endroit et décider d'aller faire une formation un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? On prend Mappy, on regarde où vous habitez, on regarde où vous travaillez habituellement, on trouve la distance que vous faites régulièrement. Et puis après, on regarde là où vous habitez, on regarde où vous faites la formation, et puis on voit le nombre de kilomètres, et on fait la différence entre les deux. Et si cette différence est comprise entre 20 et 49 kilomètres, par jour de formation, on vous donnera 8 €. Et puis, si c'est plus loin, ça sera 16. Si c'est encore plus loin, ça sera 19. Et si vraiment vous allez dans une grande ville, une des 20 métropoles de plus de 200 000 habitants, là, le forfait jour, lui, montera à 25 €. C'est le fameux barème 3 bis. C'est une aide forfaitaire au déplacement et à la mobilité. Ce n'est pas un remboursement au réel de vos frais. C'est simplement une aide pour vous permettre de pouvoir assurer, de faire le cursus que vous avez choisi à l'endroit où vous avez choisi et avec le formateur que vous avez choisi. Ouf! J'espère avoir été clair sur ces points-là, et avoir pu répondre aux questions qui étaient posées sur la rémunération et les coûts pédagogiques. Donc, d'où l'importance d'avoir quand même toutes ces informations quand même avant de choisir, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de moins-value ou de trop de reste à charge. J'ai fait une petite diapositive sur la FOD parce qu'on est obligé de le faire, parce que vu les conditions sanitaires, beaucoup de formations se sont développées sous cette forme de ce qu'on appelle formation ouverte et ou à distance. C'est une modalité pédagogique. Avant, on n'était plus sur le côté présentiel, un tableau blanc, un professeur, une salle et puis des gens qui font une formation. Aujourd'hui, on peut faire une formation à partir de chez soi. La loi la prévoit. La loi le prévoit, mais attention, il faut que les conditions sont très strictes. Il faut qu'il y ait vraiment assistance technique, il faut vraiment qu'il y ait une assistance pédagogique. Il faut vraiment qu'au départ, vous ayez toutes les informations sur ce que vous allez devoir faire en FOD et surtout les réalisations à produire. L'autre jour, j'avais une dame, c'était un CAP couture. Oui, elle va faire de la couture à distance, mais l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'elle allait devoir faire comme travaux de couture pour que justement elle puisse être évaluée, parce que c'est le 3e point de la loi sur la FOD. C'est pas tout de faire de la formation à distance, c'est pas tout de faire des réalisations à distance, mais à un moment donné, il faut que vous soyez évalué sur vos capacités à réaliser ce que l'on vous a demandé de réaliser, et pour permettre à la fin d'obtenir le diplôme, la qualification, la certification que vous souhaitez. S'il n'y a pas ces conditions-là,
et là-dessus, on est très strict, et c'est pour ça qu'on va demander aux organismes de formation ce qu'on appelle un PIF, un protocole individuel de formation, pour qu'on puisse justement calculer le temps que ça va vous prendre de faire cette formation à distance. Quand on est en présence, c'est facile. Vous rentrez dans une salle, vous signez une attestation de présence le matin, l'après-midi, et on sait très bien ce que vous avez bien été formé. Mais quand c'est à distance, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut souvent faire appel aussi à des outils de tracking, comme on appelle, pour savoir combien de temps vous êtes connecté. Bien faire la différence entre le FOAD et le travail personnel. Le travail personnel, ben oui, quand on fait une formation, il faut réviser, il faut apprendre, il faut faire des devoirs, il faut préparer des exercices, des mémoires. Ça, c'est du travail personnel. Ça, c'est du travail en autonomie. Tandis que le travail de FOAD, c'est un travail qui doit être encadré. Alors, venons maintenant au PAE, période d'application en entreprise. Oui, une formation, c'est de la théorie, mais c'est de la pratique. Et c'est bien d'aller faire de la pratique pour se confronter à la réalité et s'essayer, développer de l'expérience et qui sait, peut-être, et plus si affinité, avoir une opportunité d'emploi. Mais les périodes de PAE sont limitées par la loi. C'est-à-dire concrètement par le référentiel de la formation que vous avez choisi. Que dit le référentiel? Si le référentiel prévoit une période de stage, bah oui, on peut prendre une période de stage si c'est prévu. Mais maintenant, quelle est la durée qui est prévue sur le référentiel? Et il y a certains référentiels, notamment ceux du ministère du Travail, qui ne prévoient pas de durée. Bah, si ça ne prévoit pas de durée, on pourra faire un stage, mais ce stage sera limité aux 300 heures, à 30% pardon, de la durée théorique. Bah, si là, j'ai fait une formation de 700 heures théorique, 30% de 700 égale 210 heures. Par contre, un référentiel peut très bien dire qu'il faille 12 semaines de stage, 14, 16, des fois même entre 12 et 16. Bon, bah, dans ce cas-là, la durée, elle est prévue. On prend la durée minimum. Mais on pourra ainsi aller au-delà des 30%. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des questions sur les infirmières. Ben en effet, quand on voit les aides-soignantes, les infirmières, on voit que les durées de stage sont beaucoup plus importantes. Par contre, si le référentiel ne prévoit pas le principe de stage, eh bien, nous ne sommes pas tenus de prendre des stages, même si le formateur dit oui, mais ça va te faire du bien d'aller faire un stage pour t'essayer. Oui, c'est vrai, pédagogiquement c'est vrai, mais réglementairement et financièrement, ben, ce n'est pas possible parce que la certification ne prévoit pas de période de stage. Donc, si ce n'est pas prévu, nous, on ne finance pas la période de stage. D'où l'importance. Pascal, il va falloir qu'on accélère parce qu'on n'a pas parlé du démissionnaire et l'heure tourne. Ouais, tout ça, c'est une fois que c'est réglé, tous ces éléments-là, votre dossier, il arrive devant une commission, et cette commission, elle a les éléments financiers, elle a les éléments pédagogiques, et elle va s'intéresser maintenant à votre projet. Elle va se poser la question des critères. Est-ce que c'est cohérent par rapport à votre profil, à votre parcours, à la formation, comment il est né ce projet? Est-ce que c'est pertinent au niveau de la formation? Vous dites que vous voulez être secrétaire médical, vous avez choisi tel cursus. Est-ce que c'est le cursus le plus adapté pour arriver du point A au point B? Est-ce que justement, il y a eu une individualisation, une personnalisation par rapport au bilan de positionnement? Est-ce qu'il y a des débouchés à l'issue? Et donc, ce sont ces critères-là que la commission va statuer. Mais hélas, non, tant mieux, parce que beaucoup de dossiers, c'est cohérent. Beaucoup de dossiers, c'est pertinent au niveau de formation. Beaucoup de dossiers, il y a de l'emploi à la clé, on le voit bien. Mais on ne peut pas financer tout le monde. L'année dernière, on a financé, nous, que 66% des dossiers CDI. Et donc, comment il faut faire après, quand tout le monde est cohérent, pertinent et où il y a de l'emploi? Eh bien, c'est un ensemble de priorités qui se joue. Eh bien, on va regarder. Alors, ces priorités, il y en a des priorités nationales qui s'imposent à toutes les transitions pro, et il y a des priorités régionales qui s'imposent simplement à telle ou telle, qui ont été choisies par telle ou telle transition pro. Donc, je vous conseille d'aller sur les sites des transitions pro de vos régions pour savoir quel est vraiment le barème qui est appliqué. En tout cas, sur la Nouvelle-Aquitaine, les salariés les moins qualifiés, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous, enfin au maximum CAP, BEP, eh bien, on va les privilégier s'il y a besoin de choisir dans tel ou tel dossier. Ceux qui sont reconnus, qui ont des reconnaissances travailleurs handicapés, ceux qui travaillent dans des petites entreprises. Vous avez là toute la liste des priorités. Et bien,
vous additionnez, un dossier, il peut avoir 10 points, un dossier, il peut avoir 7 points, un dossier, il peut avoir 5 points. Et en fait, la commission, une fois qu'elle a bien évalué cohérence, pertinence et employabilité, pour faire la différence entre les dossiers, elle va se servir de cette cotation et prendre de la cotation la plus élevée jusqu'à la cotation la moins élevée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus d'argent à la commission du mois de septembre ou la commission du mois de mai ou la commission du mois de juin, qu'importe. Il y a une enveloppe, et quand l'enveloppe est finie, désolé, nous ne pouvons pas financer votre formation parce qu'on n'a pas eu les moyens. Et tous les chiffres que je voulais vous présenter, donc voilà, vous voyez par exemple 66% simplement pour les CDI, vous voyez quand même les coûts moyens, hein, un dossier CDI, ça coûte en moyenne 26 000 euros, hein, donc 8 000 euros de coût pédagogique, plus de dames que de monsieur. Très, très peu de dossiers formation hors temps de travail, les CDD de moins en moins. Par contre, presque 10% des dossiers qui concernent les personnes, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Voilà, il faut garder en tête ces chiffres. Hein. Il y a une réalité économique et vous avez vu que ça pouvait coûter très cher, cela. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un autre dossier qui s'est mis en œuvre, le fameux dispositif d'émission reconversion. Parce qu'il y a des salariés qui n'ont pas eu l'autorisation d'absence de leur employeur et qui veulent aller vite, voilà, dans leur projet formation, ou d'autres parce qu'ils ont des projets de création d'entreprise. Vous savez que si on démissionne de son CDI, alors c'est vrai que ce dispositif concerne que les CDI, quand on démissionne sans motif légitime, quand on va chez Pôle emploi, on n'a pas son allocation chômage, tout du moins après une période de purgatoire, comme je dis, de 4 mois, et au regard des efforts de recherche d'emploi que vous avez pu faire. Donc, si on suit son conjoint dans une autre région, bon, ça c'est un motif légitime et on peut aller chez Pôle emploi, on peut s'inscrire. Mais quitter son emploi aujourd'hui, c'est possible si on a un projet formation et si on a un projet et ou de création d'entreprise, reprise d'entreprise. Par contre, il y a une procédure qui est très stricte. Là, l'opérateur CEP, c'est un incontournable. Il faut le voir en premier, avant même d'avoir envoyé sa lettre de démission. Voilà. Après, il faut nous soumettre le projet, puisque Transition Pro va étudier ce qu'on appelle le caractère réel et sérieux du projet de formation ou du projet d'entreprise. Donc, il y a des documents qu'il va falloir nous fournir, des programmes, des devis, des business plans, des études de marché, etc. Et si Transition Pro, la commission de Transition Pro atteste du caractère réel et sérieux, à ce moment-là, après le préavis, bien sûr, de démission, d'aller s'inscrire chez Pôle emploi. Et Pôle emploi vérifiera quand même une chose importante, il faut le dire, Alice, ces fameux 1300 jours hein, dans les 60 mois. Hein, il faut quand même au moins avoir ce temps d'affiliation à l'assurance chômage pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Donc là aussi, c'est quelque chose à vérifier en amont avec le CEP. Hein, les fameux 1300. Exactement. Quand la personne prend rendez-vous avec son CEP, une des premières choses qui va être vérifiée, c'est cette éligibilité. Donc, il y a un simulateur que Pôle emploi nous met à disposition de manière à vérifier si vous êtes bien éligible, si vous rentrez bien dans les critères d'ancienneté. Donc, 1300 jours travaillés sur les 5 dernières années. Voilà, c'est la diapositive suivante qui le rappelle. Donc, vous avez des sites intéressants d'émissionreconversion.gouv, je crois que c'est un incontournable. Le CEP est un incontournable. Donc, gardez en l'esprit, oui, aujourd'hui, on peut démissionner si on a un projet formation ou si on a un projet création d'entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été étonné. Je crois qu'on a, sur la Nouvelle-Aquitaine, on a plus de 130 dossiers par mois, concernant le dispositif démissionnaire, avec une grande majorité pour la création d'entreprises. Une fois que vous serez inscrit chez Pôle emploi, donc Pôle emploi n'étudiera pas le projet, il ne lui remettra pas en cause le projet que vous avez eu de formation ou de création. Il vérifiera par contre si vous avez des droits ouverts, et donc si vous avez des droits ouverts, il vous donnera votre allocation retour à l'emploi, et il pourra éventuellement contribuer
au financement de la formation que vous avez retenue. Là encore, c'est Pôle emploi là, qui décide. Vous avez bien compris, Transition Pro, nous, on ne finance rien dans le démissionnaire. On ne donne qu'un caractère réel et sérieux de votre projet. À charge à Pôle emploi de vous attribuer l'allocation retour à l'emploi et de vous faire bénéficier de compléments de financement, notamment de compléments de financement vis-à-vis de votre CPF. Et par contre, il faudra, une fois que quand vous serez inscrit chez Pôle emploi, vous aurez quand même 6 mois pour mettre en œuvre votre projet, c'est-à-dire vraiment rentrer en formation, faire les démarches nécessaires de création d'entreprise. Pôle emploi quand même suivra, mais l'avancée de vos démarches et il vous donne quand même un délai de 6 mois après votre inscription. Donc, un dispositif à connaître, à utiliser, mais en respectant bien les étapes. En tout cas, nous, en Nouvelle-Aquitaine, en 2020, c'est 2800 salariés qui ont bénéficié de nos dispositifs, que ce soit PTP, que ce soit les démissionnaires. Vous avez vu le chiffre, 1085 démissionnaires, mais aussi de la VAE, mais ça fera l'objet d'autres éléments, je crois, de webinaire, et le certificat CLEA. Pour ceux qui n'ont pas de formation, qui malgré tout ont de l'expérience, ça peut être intéressant. Allez jeter un coup d'œil sur Internet, tapez CLEA, certificat CLEA, et vous verrez, si vous connaissez des gens qui peuvent en bénéficier, n'hésitez pas à leur en parler. Ouf, voilà, Alice. J'ai Bravo. On va répondre aux questions du coup qui sont tombées. On a fini. Merci beaucoup Pascal. Effectivement, c'était dense, mais je pense que c'était riche. Et puis comme le webinaire est visible en replay, si jamais il y a des slides où on est passé vite, chacun pourra y revenir et prendre le temps de lire ça tranquillement. Alors il y a une question qui est restée en suspens autour de l'autorisation d'absence. Qu'est-ce qui se passe quand un salarié dépose sa demande d'autorisation d'absence mais que l'employeur n'y répond pas? Il ne répond pas, c'est sa responsabilité. Si au bout de 30 jours, il l'a pas rempli, il n'a pas répondu, il n'a plus la possibilité de s'y opposer. Voilà. Voilà, donc il est obligé. Alors bien sûr, s'il fait la sourde oreille ou traîne des pieds, après on rentre dans une relation un peu plus conflictuelle. Donc des fois, il faut lui rappeler simplement la réglementation, lui dire peut-être d'appeler nos services pour qu'on lui explique. Et puis sinon, après, il faut demander à l'inspection du travail d'intervenir. Et des fois, ça peut se jouer au prud'homme en référé. Voilà, mais bon, il faut espérer que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'heures pour éligibilité? Non, il n'y a pas de. Non, les formations, ça dépend de la certification. Alors, c'est vrai que les certifications, à moins de 3 mois, non, j'en connais pas beaucoup. Alors, s'il ne remplit pas le dossier dématérialisé, ne vous inquiétez pas, le système, on peut ce qu'on appelle importer le dossier, même si l'employeur n'a pas rempli sa partie, au bout de 30 jours. Il y avait une personne qui travaille à temps partiel et qui demandait aussi savoir si elle avait besoin de l'accord de l'employeur pour un dossier PTP et si ça pouvait être fait hors temps de travail. Si elle le fait, si la formation est faite sur le temps non travaillé, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de demander une autorisation d'absence. Ça sera dans le cadre de le PTP hors temps de travail. Alors, il est évident que, j'en ai pas parlé, mais cette notion de temps plein, temps partiel, continu et discontinu, c'est aussi quelque chose d'important. Si quelqu'un travaille 35 heures par semaine, il ne faut pas qu'il choisisse une formation qui fasse 20 heures par semaine, sinon il n'aura pas 100% de sa rémunération. Éventuellement, inversement, quelqu'un qui travaille 20 heures mais qui fait une formation de 40 heures par semaine, il ne faut pas qu'il pense qu'il va être payé 40 heures. Non, il va être payé sur la base de son contrat de travail. Et puis attention aux trous dans la raquette. Il y a des organismes, ils suivent un calendrier scolaire, donc il y a des trous. Nous, on prend les jours de formation, on ne prend pas les jours de vacances. Donc, s'il y a des vacances, ça veut dire qu'il faut que la personne pose ses congés payés pendant l'intervalle pour boucher le trou. Mais s'il y en a trop, il sera peut-être obligé de revenir dans son entreprise. Donc, attention à ces notions de temps plein, temps et continu, discontinu.
C'est ne pas penser parce que j'ai une formation que le matin, je vais être payé toute la journée. Non, vous serez payé sur la base de l'absence au poste du matin. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je pense. Je suis en train de reprendre toutes les questions. Alors, N'hésitez pas à reposer vos questions dans le chat. Sur les IFSI, j'ai vu passer des questions sur les IFSI. Alors, logiquement, la réglementation nous dit que on doit prendre en charge l'année de certification. Bon, quand la formation dure que 6 mois, c'est assez facile. Voilà, on prend les 6 mois et à la fin, la personne passe la certification. Quand on est sur des cursus longs comme les infirmières, logiquement, l'année de certification, c'est la 3e année. Et donc, quand on nous dit, France Compétences nous dit vous financerez l'année de certification, ça voudrait dire qu'on ne financerait que la 3. Bon, quid des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'année 1 et de l'année 2? Alors, on peut financer l'année 1 si on a la certitude par un document probant qu'il y a une possibilité de financement de la 2 et de la 3. Voilà, voilà, c'est une possibilité, mais attention, on finance des parcours de formation, mais dans une durée maximum. Il y avait une question, il me semble que j'ai vu passer une question tout à l'heure autour de la possibilité de mobiliser du démissionnaire après un PTP. On voudrait bien, notamment justement pour ces infirmières qui pourraient ainsi continuer leur parcours de la 2 et la 3. Aujourd'hui, de ce que la DGEFP, qui est l'instance, le bras armé du ministère du Travail, nous dit que c'est pas possible. Voilà, on peut pas enchaîner ces 2 dispositifs. Voilà, désolé. Et donc, pour répondre de vive voix à la question de Tania, donc s'il n'y a plus d'argent sur une commission, on peut demander un recours et présenter à nouveau le dossier le mois suivant sans avoir à refaire la totalité de la demande. La notion de recours est une notion qui est prévue par la loi. Alors, c'est une 2e lecture, donc il faut apporter des éléments nouveaux, probants et significatifs. Si c'est pour rappeler sa motivation, sa détermination, bon, ça, logiquement, on l'a apprécié en première lecture. Donc, ça peut être des éléments personnels qui se sont peut-être déclarés dans l'intervalle, des éléments professionnels, un risque d'inaptitude, voilà, ou éventuellement des moyens financiers, voilà, un sponsor, un prince charmant qui a apporté sa contribution financière et qui fait que le coût du dossier baisserait. Il faut qu'il y ait ces éléments nouveaux, probants et significatifs. Et vous avez 2 mois après la décision des transitions pro pour aller faire ce recours. Dans tous les cas, je pense qu'il faut vraiment et c'était le message qu'on voulait un peu vous faire passer ce matin, c'est que le conseil en évolution professionnelle est là pour être aussi ce sas-là d'orientation. À un moment donné, vous apportez les réponses aux questions que vous pourriez avoir. Passez le relais aux collègues de transition pro quand c'est nécessaire. Comme vous l'avez constaté, alors en tout cas, Nouvelle-Attique a quitté notre travail très très bien, opérateur CEP et transition pro, mais c'est valable pour toutes les régions. Et je pense que c'est important en tout cas d'être accompagné. Et ça c'est le message principal. Vous voyez bien, c'est nébuleux, il y a beaucoup d'informations, c'est riche, c'est dense, et les CEP sont là, c'est gratuit, et on vous accompagne, on vous écoute dans toutes ces démarches, parce que c'est pas toujours simple, et je crois qu'il est vraiment important de sécuriser au maximum tout ce qu'on fait pour pas perdre de temps et pour voilà, et pour mettre toutes les chances de son côté que le projet de transition se réalise. Oui, on le voit bien dans les dossiers qui sont déposés, ceux qui ont été accompagnés, je veux dire, c'est par rapport à la cohérence du projet, on voit bien que les personnes ont une connaissance des métiers, ils se sont intéressés sur les conditions de travail, sur les niveaux de rémunération, sur quelles étaient les formations les plus recherchées et quels étaient vraiment les taux d'insertion à la clé. On voit qu'il y a eu tout ce travail de construction, de maturation, de peser le pour, le contre, d'aller voir à gauche, d'aller voir à droite, de comparer un organisme de formation avec un autre. Alors bien sûr, on peut le faire tout seul, et
bien sûr, il y a certains qui le font très bien tout seuls, mais bon, l'idée d'être accompagné dans ce travail de co-construction, hein, du projet nous semble important. C'est un dispositif gratuit qui peut quand même aller jusqu'à 18 mois, tu l'as dit. Donc, ne pas hésiter de s'appuyer sur ce réseau, le réseau EVA et tous les opérateurs de CEP. Et voilà, ne pas être seul dans vos prises de décision, dans vos choix. Voilà, de temps en temps, il vous dira regarde à gauche, regarde à droite, fais attention à la marche, mais il sera toujours à vos côtés pour vous soutenir et dépasser les difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Je pense qu'on va lever la séance. On a à peu près respecté le timing, on a un petit peu débordé. Mais c'était un exercice pas simple parce qu'on avait beaucoup de choses à vous dire. Donc, on vous remercie énormément pour votre participation à tous et toutes vos questions. Je pense que c'était riche. Et puis, voilà, les questions des uns a sûrement pu répondre aux questions des autres. Donc, voilà. Et un grand merci à toi, Pascal, pour la qualité de ta présentation. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne Webikeo, allez-y, voilà, sur les sites internet. Donc, vous nous retrouverez sûrement. Merci à toi, Alice. En tout cas. Merci, bonne journée. Merci à tous et bon projet.